Info 19h30 sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au lendemain de la tentative de putsch au Bénin, un conseil extraordinaire des ministres s'est réuni ce lundi au Palais de la Marina, entièrement dédié aux événements du dimanche 7 décembre 2025. Cette session a donné lieu à plusieurs annonces majeures. Nous y reviendrons dans un instant. L'ancien président de la République, Boni Yayi, s'est exprimé ce lundi au sujet de la tentative de coup d'État déjouée. Dans une déclaration faite depuis sa retraite sanitaire, l'ex-chef de l'État a fermement condamné l'attaque et a réaffirmé sa solidarité au président Patrice Talon. Et puis, hors du Bénin, 4 jours après avoir signé à Washington l'accord de paix avec son homologue rwandais, le chef de l'État congolais accuse Kigali de ne pas respecter le cessez-le-feu alors que d'intenses combats font rage près du Sud Kivu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après la tentative de putsch déjouée, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. La haute hiérarchie militaire et policière a participé à cette session. Le gouvernement a donné les détails de ce putsch déjoué, suivant le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est tenu en séance extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. La séance a été élargie aux ministres conseillers et au haut commandement des forces de défense et de sécurité. L'ordre du jour a porté exclusivement sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025. Il ressort du point détaillé fait par le chef de l'État que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale. Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant,
les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. Comme annoncé en titre, sa prise de parole était très attendue. 2 jours après la tentative de coup d'État déjouée, l'ancien chef de l'État Boniaï est finalement sorti de sa réserve. Dans une déclaration solennelle, il exprime sa profonde tristesse face aux événements du 7 décembre et adresse un message de solidarité au président de la République. Écoutons à présent un extrait de ses propos. Béninoises, Béninois, très chers compatriotes, depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale, j'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin, ce dimanche 7 décembre 2025. Chers compatriotes, alors même que la situation était encore confuse, j'ai autorisé le Parti des démocrates à rendre public un communiqué condamnant cette tentative de prise de pouvoir par les armes. J'ai ensuite envoyé un message personnel au président Patrice Talon, lui témoignant ma solidarité aux côtés de la République éprouvée, lui-même et sa famille. 10 ans durant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger ce pays dans la paix, la quiétude et le renforcement de nos valeurs républicaines. Mon attachement aux valeurs démocratiques, plus qu'une expérience, est une conviction insérée dans mes gènes. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des jeunes, celui du peuple, celui d'élections libres, inclusives et transparentes. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 7 décembre 2025. Je voudrais, avec une reconnaissance patriotique, remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont combattu le bon combat. Je voudrais saluer leur abnégation et leur courage. À tous ceux et celles qui ont perdu des proches, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs et j'adresse par la même occasion mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. J'appelle notre peuple au calme et à la sérénité. La paix, plus qu'un mot, doit nous habiter en tout temps et en tout lieu. Je voudrais enfin bénir le Seigneur pour l'amour incommensurable qu'il témoigne une fois encore à l'endroit de notre peuple. Dieu est amour et paix. Puisse cette paix régner durablement sur notre pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Nous poursuivons ce journal avec cette même actualité liée à la tentative de coup d'État déjouée au Bénin.
Un événement qui a suscité un véritable sursaut patriotique. La population, de son côté, condamne fermement cet acte et réaffirme son soutien au chef de l'État. C'est notamment le cas du docteur Boris Zanou qui a exprimé son soutien. Cette situation a effrayé plus d'un, parce que depuis 1972, le Bénin n'a plus connu une situation pareille. Et nous sommes tous consternés, nous sommes dans les mois, et notre position, elle est ferme. Nous pensons que la voie des armes, la voie des coups d'État n'est pas la voie indiquée pour prendre le pouvoir d'État. Et particulièrement au Bénin, après 89, la conférence des forces vives de la nation, je crois que tous les dignes fils du pays se sont entendus pour ne plus aller au pouvoir par les armes. Et nous avons vu que notre armée, qui est une armée légaliste, une armée responsable, et qui est restée dans son couloir. Malheureusement, nous avons assisté hier, avec beaucoup d'émoi et beaucoup de stupeur, cette situation que nous déplorons et que nous condamnons avec la dernière rigueur. Et nous pensons que dans ce pays, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que avec tous les efforts qui sont faits par le président Patrice Talon et son gouvernement, nous pensons qu'une situation liée à un coup d'État nous conduirait dans tous les sens. Dans tous les sens, étant donné qu'on sait quand ça commence, mais la suite, je crois que plus personne ne maîtrise. Et donc nous pensons que cet acte est à condamner. Dans un premier temps, nous soutenons toutes les institutions de l'État et nous pensons que ce n'est que les institutions qui puissent faire un pays stable et que ce n'est que la paix qui permettra au Bénin de prospérer, de se développer et d'avancer. Notre adresse va à l'endroit du chef de l'État, du président de la République, le chef du gouvernement, le chef des armées, qui certainement a été bouleversé et secoué par ces événements. Nous le soutenons avec une dernière fermeté. Il a tout notre soutien et je crois que la jeunesse également le soutient fermement. Et l'ensemble des Béninois l'accompagnent parce que nous pensons qu'il mérite protection, il ne mérite pas une situation pareille. Et également, notre soutien va à l'endroit de notre armée, une armée qui est républicaine, une armée qui est régulière, une armée qui est professionnelle. Et nous la soutenons, toutes les institutions de l'État ont notre soutien. Place à présent au tour de l'actualité internationale. Déclaré vainqueur de la présidentielle du 25 octobre dernier, Alassane Ouattara a été investi ce lundi à Abidjan. Lors de sa prestation de serment, il a exprimé sa gratitude envers les électeurs et renouvelé son engagement à servir tous les Ivoiriens avec humilité et sens du devoir. Le reportage. Le président Alassane Ouattara a officiellement été investi lundi matin pour un 4e mandat de 5 ans à la suite d'une élection d'octobre marquée par un faible taux de participation et une répression de la dissidence. La cérémonie a réuni plusieurs chefs d'État de la sous-région, notamment de Mauritanie, du Libéria, de Gambie, du Ghana, du Sénégal et du Gabon. Je jure solennellement le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste confrontée à des menaces persistantes. Les juntes militaires au pouvoir au Niger, au Mali et au Burkina Faso accusent la France de contribuer à la détérioration de la sécurité régionale, tandis que Ouattara est perçu comme un allié stratégique de Paris. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. À 83 ans, le président Alassane Ouattara poursuit un long parcours politique commencé après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait au moins 3000 morts. Depuis son accession au pouvoir, la Côte d'Ivoire a connu une reprise économique notable portée par l'essor du cacao et une croissance annuelle moyenne de 6%.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé ce lundi le Rwanda de bafouer l'accord de paix signé le jeudi dernier à Washington sous l'égide des États-Unis. Dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement, réuni en congrès, Félix Tshisekedi a affirmé que le Rwanda avait, au lendemain de la signature de cet accord, violé délibérément le cessez-le-feu en bombardant notamment plusieurs villages et localités du sud Kivu. Suivons. Le président de la RDC a prononcé lundi son discours sur l'état de la nation. Sur le volet sécuritaire, Félix Tshisekedi est revenu sur l'accord de paix signé avec son homologue rwandais Paul Kagame à Washington le 4 décembre sous l'égide des États-Unis. Alors que ce texte est appelé à ramener la paix dans l'est de la RDC, le président congolais a annoncé sa violation prématurée par le Rwanda. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Pourtant, Paul Kagame et Tshisekedi avaient pris l'engagement de favoriser la mise en œuvre de ce texte. Le document obtenu après des mois de négociations avait déjà été qualifié d'historique par le président américain Donald Trump. Près de 6 000 délégués, dont des responsables de l'environnement et des représentants d'agences multilatérales de l'industrie et de la société civile, participent à la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Au cours de l'édition de cette année, les délégués discuteront de 15 projets de résolution et de 3 projets de décision appelant à une protection renforcée. Le reportage. Des délégués de plus de 170 pays sont réunis depuis lundi à Nairobi au Kenya à l'occasion de la session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Au centre de la rencontre, la quête de solutions durables face aux menaces qui pèsent sur la planète, avec des appels à la protection renforcée des glaciers, à une production durable des métaux et des minéraux et à la réduction de l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle. Mais pas seulement, la gouvernance des océans et la justice climatique, entre autres, figurent parmi les sujets de discussion. Dans cette recherche des voies résilientes pour la planète, la session tentera de renforcer les accords multilatéraux sur l'environnement. Cette résilience passe aussi par la recherche de solutions énergétiques à long terme. Ici se trouve la nécessité d'utiliser des énergies propres afin de respecter les engagements en matière de réduction des émissions de gaz et la protection de l'environnement écologique. Le sujet a été abordé lors d'un événement en marge de la session. La directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement a souligné l'urgence d'une démarche inclusive face aux défis environnementaux. Le Kenya a déployé ce lundi plusieurs centaines de policiers supplémentaires en Haïti afin de relever des effectifs arrivant au terme de leur mission dans le cadre de la force multinationale de sécurité mandatée par les Nations Unies pour lutter contre les gangs armés, alors que la situation sécuritaire demeure dégradée. C'est après moi. En Haïti, la lutte contre les gangs armés franchit une nouvelle étape. Un 5e contingent de policiers kenyans vient d'atterrir à Port-au-Prince. Ils sont 230 à rejoindre plus de 700 collègues déjà déployés dans le pays dans le cadre d'une mission multinationale soutenue par l'ONU. Nous avons permis des opérations bien synchronisées qui ont porté des coups significatifs aux gangs qui tourmentent cette nation. Cette unité d'action a été essentielle pour mobiliser toutes les ressources disponibles vers un seul objectif, la stabilité du gouvernement, la restauration de la sécurité et la dignité du peuple haïtien. Il n'y aura plus de refuge pour ceux qui choisissent d'opprimer et de terroriser la population innocente d'Haïti. Ce renforcement intervient alors que la transition politique progresse timidement.
Le Conseil présidentiel a enfin adopté une nouvelle loi électorale ouvrant la voie à des élections générales. Nous ne nous reposerons pas tant que notre objectif commun ne sera pas atteint. Un Haïti sûr, capable d'organiser des élections nationales libres, justes et crédibles. Ces élections seraient les premières depuis près de 10 ans dans un pays privé de scrutin et miné par l'insécurité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.